Alors, on va commencer donc la suite de notre table ronde sur les nouveaux territoires de l'histoire culturelle, suite qui porte sur le lien entre culture et relations internationales, dont la dimension transatlantique que nos collègues viennent de présenter est importante dans le cadre de la discussion ou l'histoire de ce lien. Et source de beaucoup d'interrogations, cette dimension transatlantique, dont l'avenir est source de beaucoup d'interrogations, de craintes en ce moment, dont celle du découplage culturel entre les États-Unis et l'Europe, qui est une expression de découplage culturel que les diplomates ont introduit, développé sous l'ère Trump, qui a mis fin en tout cas, le gouvernement américain n'était plus tellement intéressé par les questions de multilatéralisme. Et donc, on a aujourd'hui une diplomatie entre les États-Unis et l'Europe qui est un petit peu moins familière, un petit peu plus caractérisée par une compétition, notamment au niveau culturel. Donc je remercie nos 3 intervenantes et intervenants d'avoir accepté l'invitation à venir partager leurs perspectives, leurs recherches sur les enjeux de cette relation culture-relations internationales, sur la place des enjeux culturels au cœur des relations internationales. Je vais présenter nos 3 intervenantes et intervenants rapidement. Yoselyn Rodriguez, à ma droite, qui est jeune docteur en histoire et civilisation de l'Amérique latine et des Caraïbes, et qui a soutenu une thèse récemment, une thèse du CHCSC, intitulée « Amérique latine et Caraïbes à l'UNESCO, les enjeux du patrimoine dans les relations internationales de 1960 à nos jours ». Thèse dans laquelle Yoselyn analyse, et elle pourra nous en dire plus tout à l'heure, la contribution, entre autres choses, la contribution de l'Amérique latine et des Caraïbes à l'adoption et à la construction des différents programmes patrimoniaux de l'UNESCO, ainsi que les modalités d'utilisation des conventions patrimoniales comme instrument d'influence dans les relations internationales, intergouvernementales, entre les pays de cette région Amérique latine-Caraïbes. Alexandra Boudé-Brugal, tout là-bas à ma droite, docteur en études américaines et membre du CHCSC. Alexandra travaille sur une grande diversité d'enjeux spécifiques au domaine des études culturelles internationales contemporaines, notamment les stratégies et controverses autour de la mise en mémoire et la patrimonialisation de la guerre du Vietnam et les conséquences de la guerre du Vietnam sur la société américaine. Elle est directrice des études de la formation de licence en études européennes et internationales, portée par le département des langues de l'IECI, qui développe ces questions et bien d'autres. Et finalement, à ma gauche, en dernier lieu, Laurent Martin, professeur en histoire culturelle et politique de l'Occident contemporain à la Sorbonne Nouvelle. Laurent enseigne dans le département de médiation culturelle et co-dirige le master porté par ce département, master de géopolitique de l'art et de la culture. Assez unique, un master assez unique en France, oui, on peut le dire. Oui. Donc, membre du laboratoire intégration et coopération des espaces européens de l'Université de la Sorbonne Nouvelle, Laurent oriente ses recherches dans plusieurs directions, notamment celle de l'histoire des politiques culturelles en France et en Europe et celle de l'histoire des relations culturelles internationales. Et en ce moment, Laurent travaille sur l'histoire de la diplomatie culturelle française et sur les organisations internationales qui luttent pour la liberté d'expression dans le monde. Donc, je voulais proposer quelques éléments introductifs, mais je vais être très, très rapide. Je laisserai, pour laisser la parole à nos invités. Il est assez commun aujourd'hui, dans le champ des relations internationales, comme dans le champ complexe des études culturelles internationales, d'associer culture et politique internationale. Il faut dire que les enjeux culturels sont arrivés aujourd'hui, depuis quelques temps, mais quand même assez récemment, au cœur des débats contemporains nationaux et internationaux sur les questions d'identité, de diversité culturelle, de cohésion sociale, de développement durable, et j'en passe. C'est une réalité, la force de ces enjeux aujourd'hui dans l'espace international, c'est une réalité contemporaine qui est le produit d'une histoire, bien évidemment, et c'est dans les années 90, dans un contexte de globalisation post-guerre froide, que la culture, au sens large, s'est imposée comme un enjeu central de l'histoire et de la réalité contemporaine des politiques et des relations internationales, justifiant donc une approche culturelle dans l'analyse des enjeux des relations internationales et pas uniquement une histoire des relations internationales culturelles.
On peut mentionner un certain nombre d'événements importants que l'on connaît, des événements comme la Déclaration universelle sur la diversité culturelle de l'UNESCO en 2001, le sommet international sur le développement durable à Johannesburg en 2002, organisé par les Nations Unies, la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de l'UNESCO en 2005, qui ont renforcé ce que la recherche en études culturelles internationales, notamment, avait commencé à mettre en lumière depuis les années 90, en partie grâce à Pascal Horry, qui a fait le lien entre histoire culturelle et histoire des relations internationales. Donc, toutes ces conventions, le sommet international de Johannesburg, qui ont mis en avant la nécessaire approche globale de la culture, culture définie lors du sommet de Johannesburg comme le quatrième pilier du développement, avec l'économie, l'écologie, le social, un pilier, et ça c'est important, à la dimension transversale, c'est-à-dire étroitement lié aux trois autres en termes d'influence de l'un sur les autres. Donc, dans ce contexte, la recherche produite sur les liens culture-relations internationales s'est focalisée sur l'évolution, le renouvellement des objectifs et des enjeux culturels portés par les politiques et institutions internationales dans un environnement international fluctuant, aux objectifs fluctuants, constamment renouvelés, et certainement la diplomatie culturelle en tant que domaine, sous-domaine, mais j'ai envie de dire domaine, parce que ça devient vraiment une discipline à part entière, domaine historiographique a pas mal sillonné ces champs-là. Cette recherche a aussi porté sur l'analyse de la construction, la structuration même, par des enjeux culturels, des politiques internationales, des institutions internationales. Et sur cet aspect-là du lien culture-relations internationales, il y a beaucoup de recherches encore à produire, en particulier dans le cadre de l'analyse des mécanismes d'hégémonie culturelle qui sont à l'œuvre dans les politiques internationales, les institutions internationales aujourd'hui, l'ordre mondial de manière générale. Donc voilà, toutes sortes de thématiques, autant de thématiques dont nos intervenantes et intervenants vont pouvoir nous parler en lien avec leurs recherches, leurs aires de recherche respectives. Je terminerai juste cette introduction en insistant sur la pertinence de la recherche sur ce domaine, sur ce lien culture-relations internationales pour le laboratoire CHCSC, puisque l'étude de ce lien permet, de ce lien et de ces enjeux, s'inscrit dans le projet perpétuel du CHCSC d'enrichir constamment les définitions de ce qu'est la culture, la notion de culture, la notion d'action culturelle, de politique culturelle, par une réflexion transdisciplinaire et par une ouverture aux enjeux, aux facteurs supranationaux complexes de la globalisation. Lorsque nous avons échangé tous les quatre sur l'organisation de notre table ronde, j'ai proposé une intervention en deux temps. D'abord une intervention bilan de la recherche sur cette relation culture-relations internationales, et ensuite une seconde série d'interventions de nos invités pour aborder les enjeux très contemporains de cette relation. Donc je vais laisser la parole à nos invités pour cette première série d'interventions sur la manière dont la culture et les relations internationales, cette relation a été appréhendée dans les disciplines, dans vos disciplines respectives, donc histoire culturelle, civilisation nord-américaine, civilisation ibéro-américaine, dans vos domaines, dans vos aires de recherche respectives, le but étant de faire une sorte d'état des lieux à la fois de la recherche disciplinaire et transdisciplinaire sur ce sujet qui est quand même assez global, qui traverse les disciplines, et de la place qu'ont pris les enjeux culturels dans les diplomaties publiques, les politiques internationales de l'ère culturelle dans laquelle nos intervenants sont les spécialistes. Et tout ça dans une optique un petit peu comparative, bien sûr. Donc, je vais laisser la parole à Yosline qui va nous parler de la manière dont les pays latino-américains ont mobilisé leur culture dans toutes sortes de manières pour avoir un impact international dans la région. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très ravie d'être parmi vous et très honorée de voir ici mes anciens professeurs de la fac. Et je suis très honorée d'être invitée dans cette célébration pour parler sur la culture dans les relations internationales de la région d'Amérique latine et Caraïbes. Et les relations internationales de cette région sont surtout caractérisées par la recherche d'une autonomie
vis-à-vis de la montée de l'impérialisme des États-Unis et aussi depuis la montée d'une gauche dans cette région. Et en général, cette région a toujours cherché d'établir des relations commerciales à niveau interrégional et avec des autres régions, mais la culture n'est un sujet nouveau dans les relations internationales pour certains pays de la région, par exemple au Brésil, au Mexique, en Argentine, à Cuba. On peut voir, à partir des études réalisées par Edgar Telles Ribeiro, Patricia Diogo, Fabio Mendes de Oliveira, Annie Fléché, qu'au Brésil, la culture ou la diplomatie culturelle s'est officialisée à l'Itamaraty à partir des années 1920. Puis, dans les années 60 et 70, la culture a été instrumentalisée, par les régimes militaires avec le but de légitimiser le régime en place. Dans les années 80, Edgar Telles Ribeiro a rédigé une thèse intitulée « Diffusion culturelle, une alternative à service de la politique externe brasileira ». Merci. Où il mentionne que l'ajuste tripartite pendant la Nova República entre le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Éducation et le ministère de la Culture signifiait un premier pas vers la revalorisation de la diplomatie culturelle brésilienne, ainsi que vers la coopération horizontale dans la politique étrangère du pays. Et à partir de ces années 80, s'est rédigé aussi un document intitulé « Politica culturelle brasileira no exterior ». Dans ce document, on était défini les priorités de la diplomatie culturelle brésilienne et où les récepteurs prioritaires ont été l'Amérique latine et l'Afrique. Puis, dans les années 98, l'Institut de recherche et de relations internationales organise un premier séminaire de relations culturelles et politiques étrangères où on discute l'importance de la construction d'une image du Brésil plurale. Selon les discussions pendant ce séminaire, auparavant, les pays ne comptaient pas avec aucune image. Et puis, Bruno du Valle Novaes étudie la politique de relations internationales du ministère de la Culture du Brésil, notamment à partir des années 2000, ainsi qu'Antonio Rubin. Et il souligne que le Brésil a toujours cherché à insérer l'image du pays dans le monde et pour cela a mis l'accent dans les relations sud-sud et en la création des alliances stratégiques avec les pays des autres régions. Puis au Mexique, César Villanueva Rivas et Fabiola Rodríguez Barba disent que la culture a toujours été une composante essentielle de l'exercice diplomatique du pays. Surtout après la révolution de 1910, l'État participait à la diffusion tant à l'intérieur que de l'extérieur de sa culture et de sa production culturelle. Carlos Ortega Guerrero, écrivain et diplomate mexicain, a pour sa part étudié la culture comme objet d'instruments de relations internationales et raconte que le Bureau des affaires culturelles s'est établi au secrétariat des affaires étrangères du pays en 1945. César Villanueva Rivas affirme que la diplomatie culturelle est l'une des pratiques plus utilisées de la politique étrangère au Mexique, mais par contre est un sujet pas bien compris, surtout pour les diplomates qui ont perçu la culture comme un sujet ornemental de la diplomatie au secondaire. La diplomate mexicaine Elena Luz Baños Rivas a réalisé une étude de la rétrospective de la diplomatie mexicaine. Elle dit que la culture est utilisée en tant qu'instrument de la politique étrangère du Mexique et ce sujet doit faciliter la réalisation des objectifs de la politique étrangère du pays. Selon Fabiola Rodríguez Barba, le pays tente de montrer son image et la richesse culturelle à travers son patrimoine matériel et immatériel qu'elle appelle le soft power à la mexicaine. Puis, après la révolution de 1959 à Cuba, il y a eu plusieurs changements et transformations politiques, économiques et sociales.
et où l'État va tenter de montrer une nouvelle image, surtout la vraie identité cubaine, qu'on appelée. Dans les années 59, s'est créée la Casa de las Américas, qui de sa création jouera un rôle important en tant que véhicule de la coopération culturelle entre les pays de la région. Selon l'ambassadeur cubain Carlos Alzugaray, depuis la révolution de 1959, Cuba a toujours envisagé la préservation et la défense de son indépendance, de sa souveraineté, ainsi que la projection des valeurs culturelles et idéologiques du pays sur les scènes internationales. Pour cela, le pays prônait la réaffirmation et le développement de l'identité cubaine, de la vocation culturelle profondément latino-américaine et cubaine, et la conservation, la protection et la diffusion de son patrimoine culturel. Puis, en Colombie, ces dernières années, se sont réalisées plusieurs études sur la diplomatie culturelle et sur la culture dans les relations internationales. Selon Sandra Montoya et Ruiz, c'est une opportunité pour que les pays deviennent un leader, surtout après les conflits internes. En général, les politiques culturelles extérieures des pays de la région visent à promouvoir l'image du pays à l'extérieur. Ils cherchent aussi la mise en valeur des industries culturelles, la formation du capital humain, la formation des diplomates et finalement la protection internationale du patrimoine et la valorisation du patrimoine matériel et immatériel. Merci beaucoup, Jocelyne. Donc, d'après ce que vous dites, les pays latino-américains ont quand même pas mal mobilisé leur culture pour se forger une identité. Hein. Donc la culture comme un moyen identitaire, un levier de pouvoir au niveau national, régional oui. Également. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Alexandra qui va nous parler du soft power américain. Je suis là pour vous parler principalement des États-Unis, ce qui ne surprendra que peu de monde dans cette salle, bien entendu. Et quand on parle des États-Unis, bien sûr, on parle de l'hégémonie américaine. On a parlé d'américanisation, mais tout cela est bien entendu lié à l'idée d'asseoir une position à un niveau international de la part des États-Unis. Et on a beaucoup abordé, en tout cas utilisé le mot de soft power. Et je vais vous rappeler que ce terme a en fait été créé par un Américain, Joseph Nye, bien entendu. Voilà. Donc lorsqu'on aborde l'histoire et ou la civilisation américaine, on est bien sûr d'emblée placé dans un domaine global, dans l'histoire globale finalement, quelle que soit la période de laquelle on traite, qu'il s'agisse de finalement la période coloniale qui représentait une sorte de miroir géopolitique de ce qui se passait en Europe et des enjeux de pouvoir en Europe. Tout cela continue au XIXe siècle avec l'expansion territoriale des États-Unis qui met en jeu les relations États-Unis, Mexique, Russie et Grande-Bretagne, entre autres, mais surtout. Et bien sûr, dois-je parler du XXe siècle et du XXIe siècle, où là, la place des États-Unis... Je ne sais pas si je suis bien devant le micro. Voilà. Des États-Unis n'est plus à expliquer. On a appelé le XXe siècle « the American century », pour une bonne raison, puisque les États-Unis deviennent un pays hégémonique, tout d'abord économiquement et puis militairement, comme tout le monde le sait ici. Et c'est au XXe siècle que la question de l'enjeu culturel devient centrale pour les États-Unis et peut-être plus encore au moment de la guerre froide, où la culture est en fait adossée aux décisions du gouvernement américain, et je pense notamment au plan Marshall, qui n'était pas uniquement un outil économique, mais qui s'est révélé finalement une manière de vendre la culture américaine à travers Hollywood et la musique, notamment en Europe, pour asseoir l'influence américaine. Voilà, tout ça, tout le monde le sait en général. Et puis vient la fin de la guerre froide. Et là, on est face à des théories qu'on a appelées théories déclinistes, c'est-à-dire que le pouvoir américain était peut-être en danger, en tout cas son hégémonie était peut-être en danger, puisque l'ordre mondial était réordonné. Ordre réordonné, bon, le mot est un peu maladroit, mais bon. L'idée était de redéfinir l'ordre mondial, finalement, à cette époque. Et c'est dans ce cadre que Joseph Nye, professeur à Harvard, professeur en relations internationales, qui avait aussi été adjoint secrétaire à la défense de Clinton,
s'est posé cette question et a voulu répondre à ces théories déclinistes. Et il a donc analysé le pouvoir américain, et pas non seulement en termes de pouvoir militaire, puisque c'était surtout cela dont il s'agissait, et aussi en termes de connaissances et de capacités technologiques, finalement, des États-Unis pendant la guerre froide. L'idée a été de voir plus grand et de pouvoir expliquer pourquoi les États-Unis ont continué à asseoir leur pouvoir, pourquoi les États-Unis, finalement, ont non seulement été, on l'a dit, les vainqueurs de la guerre froide. Bon, alors là, on pourrait débattre beaucoup de cette histoire de victoire, mais enfin, il s'avère qu'effectivement, des deux, c'est le pouvoir qui est resté, la nation qui est restée. Et Joseph Nye explique donc que le pouvoir américain ne repose pas uniquement sur cette capacité militaire, cette capacité économique, là on est un peu sur un entre-deux, mais aussi sur un soft power. Voilà, et le terme a été utilisé comme tel en français également, et je suppose dans d'autres langues, le terme est resté. Donc ça a été l'objet d'un livre en 1990 qui s'intitulait « Bound to Lead ». Voilà, forcément, puisqu'il s'agissait d'examiner pourquoi les États-Unis, finalement, étaient amenés à amener le monde. C'était l'idée des termes utilisés. Et quand il s'agit de soft power, il explique bien, il met bien en avant l'idée de la culture comme outil, comme levier de ce pouvoir. Et la culture, même si... Alors, il faut faire attention parce qu'on a souvent tendance à associer soft power avec culture. Et bien entendu, la culture est l'un des leviers, l'un des trois leviers, mais n'est pas le seul. On a aussi la politique étrangère et les valeurs, notamment politiques, comme la démocratie, qui rentrent en jeu. Donc, on a ces trois leviers pour le soft power, trois leviers essentiels. Et la culture est donc bien mise en avant par Joseph Nye comme quelque chose de central. Il place donc la culture au centre du pouvoir, qu'il soit américain mais aussi européen. Il a démontré comment la France, par exemple, notamment au XVIIIe siècle, par j'ai la citation en anglais alors, bon, the spread of French language, le fait que la langue française s'est répandue dans le monde, la culture également a participé à la puissance de la France. Donc ça n'est pas un phénomène nouveau, il nous le rappelle bien. Donc la culture est toujours un enjeu de pouvoir finalement, depuis plusieurs siècles au final. Quand il s'agit des États-Unis, il rappelle donc que la culture est une source essentielle de pouvoir pour ce pays. Et les États-Unis l'ont bien compris, on l'a vu. Et il cite plus particulièrement les universités américaines, avec le classement de Shanghai, ou les médias américains, comme des outils les plus utilisés, finalement, pour asseoir ce pouvoir dans le domaine de la culture. Dans un livre qu'il a publié par la suite en 2011, intitulé « The Future of Power », l'idée est d'analyser comment cette notion de pouvoir et cette utilisation du pouvoir a évolué, et surtout au XXIe siècle. Qu'est-ce que signifie pour un État être puissant ? Et donc, bien sûr, pour lui encore, l'idée est d'analyser ce qu'il advient du pouvoir des États-Unis dans cette entrée dans le XXIe siècle. Dans cet ouvrage, j'ai relevé dans l'index 17 entrées pour le terme culture, ce qui montre bien l'importance du thème dans son ouvrage et dans sa définition de pouvoir. Il explique notamment donc le fait que la culture est importante, est un outil indispensable, mais qu'il faut aussi faire très attention. Il y a des points qui peuvent être très problématiques. Il parle notamment des culture wars aux États-Unis qui peuvent diviser le pays et donc avoir des répercussions à l'international en affaiblissant le pouvoir des États-Unis, par exemple. Dans un autre ouvrage qui n'est pas de Joseph Nye, mais qui est tout aussi important quand on s'attache à l'étude des relations internationales et qui s'intitule « Globalization of World Politics », publié par Baylis, enfin publié, organisé, dirigé, voilà, je cherchais les termes, merci, dirigé par John Baylis. On trouve là 7 entrées dans l'index sur la culture. Vous me direz, c'est peu, mais le terme n'apparaît jamais seul, il est toujours accolé à d'autres termes. Et là, on comprend toute l'importance de la culture, puisque l'index propose Globalization and Culture, Poverty, Race, Terrorism and Culture, Information and Culture, etc., etc. Donc des points essentiels des relations internationales, là encore. On est donc en droit de s'interroger sur la place de la culture
dans la discipline qu'est la civilisation américaine, bien entendu. Et je vous rappellerai qu'au final, le sujet n'est jamais abordé, le thème n'est jamais abordé en tant que tel, mais plutôt comme partie intégrante de l'histoire des États-Unis, des institutions des États-Unis ou de la culture des États-Unis. Donc le terme civilisation américaine est le terme employé en priorité finalement quand on s'attache à étudier les États-Unis à l'université en France. On parle de civilisation américaine plus que d'histoire américaine. Voilà. Et donc, on fait bien sûr référence de nombreuses fois à la culture américaine lors de ces cours de civilisation américaine, qu'il s'agisse de Harlem Renaissance, qu'il s'agisse du transcendantalisme. Et bien sûr, lorsque l'on aborde les années 60, une période clé de l'histoire des États-Unis, l'aspect est peut-être plus encore porté sur le culturel en tant que période de transformation sociale exprimée à travers la culture, tout autant que la culture finalement a contribué à un changement aux États-Unis, une culture qui est en mouvement et qui va s'exporter. Je pense notamment à la popularité internationale de Woodstock, donc la musique, la poésie fait de même avec Levertov, par exemple, ou l'écriture en général, qui d'ailleurs devient extrêmement politique, tel Norman Mailer, et qui propose également une littérature de guerre bien spécifique qui porte sur la guerre du Vietnam, comme vous le savez. La photographie va se joindre à ce thème. Le cinéma également va jouer un grand rôle dans l'exportation de ce qui a été la guerre pour les États-Unis, la guerre du Vietnam pour les États-Unis. Et je crois que dans cette salle, tout le monde peut nommer au moins un film sur la guerre du Vietnam. Donc on voit bien l'idée de l'exportation de la culture, même lorsqu'il s'agit finalement d'un élément perturbateur et qui divise, voilà, qui s'exporte quand même au final. C'est pourquoi, pour toutes les raisons que je viens de vous présenter, Nye notamment soutient très clairement que la recherche doit se développer quant au rapport entre culture, pouvoir et comportement de pouvoir. Et c'est ce que je crois on essaye tous et toutes de vous convaincre aujourd'hui à cette table. Il rappelle à cet effet une citation d'un ancien ministre chinois des Affaires étrangères lors d'un voyage aux États-Unis. Et il y a cette grande question, effectivement, quand on parle des États-Unis, de la Chine, du pouvoir. Et on se dit, l'idée des États-Unis était que la Chine, par des relations économiques grandissantes, changerait sa manière politique et évoluerait dans le sens de la démocratisation. Bon, ce qui est bien sûr très débattu en ce moment. Mais ce ministre a tout de même... c'est tout de même permis une remarque lors de son discours que je trouve il est essentiel de noter. Et il explique « Our experience », il parle des étudiants chinois qui viennent étudier aux États-Unis, « Our experience made us see that there are alternative ways for China today ». Donc, énorme déclaration. Bon, alors on n'a peut-être pas encore vu les effets immédiats, mais voilà, c'est quelque chose qui visiblement est travaillé à la suite des étudiants qui viennent étudier aux États-Unis. Et Nye apporte également une sorte de preuve sur l'intérêt grandissant de la place de la culture, et notamment de la part de la Chine, donc comme une résonance par rapport aux États-Unis, une réponse même finalement. Il propose une citation de Jintao, le leader chinois à l'époque, en 2007, qui disait que le Parti communiste chinois doit, je vais vous le citer, ce sera plus simple en anglais, must enhance culture as part of the soft power of our country. Donc, en 2007, la Chine réalise qu'effectivement, la culture est un moyen de répondre à l'hégémonie des États-Unis et pourquoi pas d'exporter son image de façon plus positive également. Cette prise de position a été suivie d'un effet immédiat qui s'est traduit par l'expansion des instituts Confucius dans le monde en réponse à la domination américaine. Voilà, j'ai terminé. Merci Alexandra. On pourrait en dire tellement plus sur le soft power américain et la manière dont la diplomatie culturelle a innové, notamment par le recours très précoce aux médias de masse, entre autres choses. Et
également sur la manière dont les Américains ont réussi à promouvoir la haute culture, entre guillemets, de même que la basse culture, hein, autant, je ne sais pas moi, la peinture américaine de l'école de New York à la fin des années 50, hein, mais aussi voilà, le jazz, bien évidemment, le rock, etc. etc. Mais je vais laisser la parole à Laurent, qui va, lui, nous parler de diplomatie culturelle française, européenne. Pas seulement, voilà. en fait. Dans ce bilan, cette première partie bilan, je vais plutôt parler de la façon dont effectivement, l'histoire et l'histoire culturelle a élargi ses horizons et a intégré, effectivement, cette dimension internationale. Juste pour rebondir sur ce que disait à l'instant notre collègue, hein, c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'en 2007, la Chine, par la voix de Hu Jintao, reprend exactement le terme forgé par Joseph Nye, ce qui est assez rare, hein, dans la terminologie chinoise. On hésite souvent à reprendre les concepts occidentaux. Or là, c'est un concept qui a été repris vraiment tel quel et qui est aujourd'hui structurant, enfin qui a été en tout cas assez longtemps structurant de la politique étrangère chinoise. Bref, pas me lancer là-dedans, mais ce que je voudrais d'abord souligner, c'est le tournant global, effectivement, qu'a compris les sciences humaines et sociales depuis une trentaine d'années. Je pense notamment à l'ouvrage qu'avaient dirigé Alain Caillé et Stéphane Dufoy, publié en 2013. C'était les actes d'un colloque qui s'était tenu 3 ans auparavant, qui avait souligné ce tournant global. Et ces auteurs interrogeaient les mutations disciplinaires à l'œuvre, les objets et les champs nouveaux, les théories de la globalisation et les tentatives de repenser, de refonder, de réorganiser les sciences sociales avec cette globalisation progressive du monde académique sensible notamment en France par la maîtrise plus courante des langues étrangères, notamment de l'anglais, par les jeunes générations de chercheurs et chercheuses. C'est un livre intéressant parce qu'il faisait les liens également entre cette curiosité nouvelle pour le global, disons, dans les sciences humaines et sociales, et puis la présence, on pourrait même dire l'omniprésence de la thématique de la globalisation ou de la mondialisation. Vous savez que ces deux termes sont plus ou moins synonymes et sont employés souvent dans des contextes différents. Dans l'espace public, le discours médiatique, etc., à partir des années 80, il y a clairement un lien entre l'ère du temps et une forme de demande sociale, et puis l'émergence de ces concepts dans la recherche académique. À côté du global, qui peut d'ailleurs aussi bien désigner le processus d'interaction mondiale que le mode d'approche d'objets impliquant une forme de décentrement du regard et de dépassement du nationalisme méthodologique. Donc, à côté du global et enchevêtré avec lui, une autre notion a également fait florès dans les sciences humaines et sociales depuis les années 2000, c'est la notion de transnationale, qui était donc l'autre grande notion qui a eu la faveur de sciences humaines et sociales désireuses d'échapper au tropisme national. Et par là, on insistait sur les flux, les circulations de capitaux, de personnes, d'idées, de biens qui traversent, débordent, outrepassent les frontières et les acteurs nationaux, avec cette idée que peut-être cette évolution, cette interdépendance croissante entre les aires géoculturelles rendait finalement l'État-nation moins pertinent, en tout cas moins central pour comprendre les phénomènes se situant à une échelle donc plus vaste que le territoire national. Alors l'histoire n'a pas échappé à ce mouvement d'ensemble, bien sûr, même si Pascal Horry, dans ce colloque de 2006 à la Bibliothèque nationale française, qui a été un peu un point d'orgue, ou en tout cas une date importante dans cet intérêt de l'histoire pour les relations culturelles internationales, parce que Horry disait que l'histoire avait intégré, bonne dernière parmi les autres sciences humaines et sociales, cette dimension inter- et transnationale, ce qui n'était pas forcément juste, enfin bref, peu importe. Ce qui est vrai en tout cas, c'est que la discipline a depuis, peut-être pour rattraper ce retard, on a toujours ce syndrome du retard, je ne sais pas pourquoi, mais bon, à multiplier les propositions théoriques. Romain Bertrand a même parlé de prolifération concurrentielle des labels historiographiques, et c'est vrai qu'on a un peu le vertige ou le tournis en voyant ces labels, histoire connectée, histoire croisée, histoire comparée, sans oublier les plus anciennes histoires coloniales, impériales, remises au goût du jour et parfois contestées aussi par les approches post- ou voire décoloniales. Et là aussi, la notion de transnational a été très utilisée.
parfois en lieu et place de sa concurrente internationale, qui avait le tort, aux yeux de certains, de mettre trop en avant l'État et l'État-nation en particulier, à des époques où ceci était au mieux en voie de constitution. Et pour les transnationalistes, l'international n'est pas le bon concept pour décrire les situations de contact, d'échange, de transfert, dans la mesure où ces mouvements passent dessus, dessous, entre, outre les nations et leurs appareils politico-administratifs. Au risque que nous avons été plusieurs à souligner, à trop minimiser le poids de ces appareils politico-administratifs, à trop minimiser l'importance de l'État-nation, d'oublier précisément le rôle structurant de ces États, au moins pour la période moderne et contemporaine, les dénivellations de puissance, les phénomènes d'hégémonie, de domination, les rapports de force entre les groupes nationaux, la prégnance du national dans la représentation de soi et des autres, et au total de présenter une image un peu irénique des rapports internationaux. Alors l'histoire culturelle, elle a évidemment joué sa partition dans cet ensemble. On a évoqué à plusieurs reprises, je l'ai fait moi-même, Pascal Horry. C'est vrai qu'il a eu un rôle séminal, notamment le séminaire qu'il a organisé à l'IHTP à partir de 91 ou 92 sur l'histoire des relations culturelles internationales, qu'il a animé de concert avec Marianne Matar-Bonucci pendant quelques années, a été un moment et un lieu important. Je me souviens de certaines séances assez passionnantes qui se tenaient rue de l'Amiral Mouchez. Par ailleurs, d'autres chercheurs, évidemment, se sont investis dans cette voie. Je pense à Christophe Charles, Daniel Roche, qui ont impulsé de vastes enquêtes collectives sur les intellectuels, les universités, les capitales culturelles. Jean-Yves Mollier sur l'histoire du livre également, qui a vraiment abordé cette question dans un cadre et dans une optique internationale et mondiale. Michel Espagne, Michael Werner, qui ont proposé des concepts nouveaux, le transfert culturel, l'histoire croisée, pour échapper, disait-il, au danger du comparatisme qui avait tendance à consolider des cadres nationaux qu'il s'agissait au départ de relativiser. Et puis dans la génération suivante, on a continué à remettre en cause le comparatisme, le bilatéralisme, le modèle diffusionniste. Je pense évidemment aux travaux déjà cités de Ludovic Tournès sur d'abord les fondations philanthropiques américaines et puis de plus en plus sur la prise en compte de cette américanisation à l'échelle mondiale. L'espace transatlantique a également été travaillé, on l'a rappelé, par Anaïs Fléché et puis l'équipe qu'elle a rassemblée autour du projet Transatlantic Cultures. On a retrouvé cette idée cette notion de transnational dans ces divers travaux, non plus pour rendre compte d'une réalité nouvelle qui serait finalement la relativisation de l'État-nation sous les coups de boutoir de la mondialisation, de la globalisation, mais pour montrer que finalement cette circulation des idées, des œuvres, des cultures, eh bien, elle était présente à toutes les époques et dans tous les espaces. Et c'est dans cette veine-là que se situent, à mon avis, les travaux très importants de Denis Lombard sur le carrefour javanais, sous-titré « Essai d'histoire globale », ceux de Romain Bertrand sur cette même zone de contact qui théorisait l'histoire connectée à la suite de l'historien indien Sanjay Subramaniam, l'œuvre de Serge Gruzinski également très importante sur les processus d'hybridation culturelle dans l'espace-temps post-colombien en Amérique du Sud, le livre de Jean-Louis Margolin, de Claude Markovitch sur les Indes et l'Europe, 2015. Et puis également les travaux qui se situent dans le prolongement, je dirais, de l'école corbinienne, l'histoire des sensibilités, mais du coup élargie à l'échelle transnationale, voire mondiale. Je pense notamment aux travaux de Sylvain Venère, de Pierre Sangaré-Vellou, un historien qui s'intéresse à la géographie, un géographe qui s'est fait historien, avec notamment deux ouvrages qui me semblent tout à fait importants, l'histoire du monde au XIXe siècle, et puis le magasin du monde, la mondialisation par les objets, du XVIIIe siècle à nos jours, deux ouvrages parus chez Fayard. On retrouve d'ailleurs aujourd'hui dans les travaux, notamment dans le séminaire qu'a lancé Quentin Dubé-Lermoz et Didier Nativelle, cette même approche qui croise histoire du sensible et histoire de la mondialisation, en tout cas de l'Europe. Donc c'est tout à fait intéressant de voir ces hybridations, là aussi, intellectuelles dans cette mouvance. Et puis il y a eu quelques manuels un peu ambitieux qui ont donné une certaine visibilité au tournant international de l'histoire culturelle. Je pense notamment
au manuel de Chloé Morel sur l'histoire monde. Je pense à ceux que j'ai pu moi-même rédiger avec François Chauvet sur l'histoire des relations culturelles internationales, ou plus récemment sur la géopolitique de la culture avec Bruno Nassima Boudrard et François Mérès, où on a beaucoup insisté sur ces notions de diplomatie culturelle, de soft power, etc. Ça a été l'objet d'ailleurs d'un grand colloque cette année, au mois de mai, sur l'histoire de la diplomatie culturelle française. On peut également mentionner le sujet d'agrégation, il y a 2 ans maintenant, qui portait sur les circulations culturelles dans l'espace transatlantique, dans l'Occident, entre États-Unis et Europe occidentale, des années 60 aux années 90, enfin des années d'après-guerre, à vrai dire, jusqu'aux années 90. Donc ça a été aussi un moment et une occasion de faire avancer la double cause, je dirais, de l'histoire culturelle, de l'histoire internationale, des relations internationales. Je voudrais finir juste en montrant également, en soulignant que de la même façon que l'histoire, et l'histoire culturelle notamment, faisait mouvement vers l'histoire internationale ou transnationale, de l'autre côté, l'histoire des relations internationales faisait mouvement vers l'histoire culturelle. Il y a eu un double processus, en quelque sorte parallèle, et on partait d'assez loin, puisque les spécialistes des relations internationales couramment considéraient que la culture, finalement, n'était pas très importante, était une quantité négligeable au regard des grandes et des vraies réalités que sont la puissance militaire, la puissance économique, etc. Or, il y a eu une évolution assez sensible. Alors, je ne vais pas refaire l'histoire, mais il y a déjà des évolutions, évidemment, dès l'après-Seconde Guerre mondiale. Je pense aux travaux, par exemple, de l'école française de Pierre Renouvin, Jean-Baptiste Durosel, qui ont mis en avant les notions de culture dans une dimension plutôt opinion publique, on va dire, recherche des forces profondes, comme on disait à l'époque. Et puis, de manière plus décisive, me semble-t-il, de manière plus visible, à partir des années 80, cette discipline ou cette spécialité des relations internationales a fait mouvement vers l'histoire culturelle. Et ici, je voudrais évidemment souligner le rôle décisif joué par Robert Frank, qui a été donc professeur de relations internationales à l'Université de Paris 1 à partir de 1994, et qui a notamment, parmi ses nombreux travaux, dirigé une très importante histoire, ou pour l'histoire d'ailleurs, c'était un livre manifeste pour l'histoire des relations internationales, dans lequel il a consacré beaucoup de chapitres, qu'il a d'ailleurs écrit lui-même, il a laissé à personne d'autre le soin de les écrire, sur la dimension culturelle des relations internationales, sur les transferts culturels, sur les circulations, sur les diplomaties culturelles, sur la notion de mentalité, d'opinion, de représentation, d'imaginaire, etc. Donc ça, c'était évidemment très très important, et c'est un travail qu'il a poursuivi, ou que les générations d'étudiants qu'il a formés ont poursuivi après lui, notamment à travers l'importante revue Monde, avec un S entre parenthèses, qui, au fil des numéros, a développé toute une série de thèmes. Alors, où l'histoire culturelle n'est pas centrale, quand on regarde les thèmes traités par la revue Monde, l'histoire culturelle n'est pas centrale, mais elle est présente néanmoins. Je pense notamment à un numéro très important sur mai 68, ou sur les engagements révolutionnaires, etc. Donc, il y a aussi cette dimension culturello-politique qui est présente dans cette revue de manière aussi importante. Donc voilà, ce double mouvement, histoire culturelle qui a élargi ses horizons, et l'histoire des relations internationales qui a, je dirais, enfin compris l'importance effectivement de la culture pour comprendre les relations internationales. Merci Laurent. Domaine des relations internationales qui s'est aussi ouvert depuis les années 90 à tout ce qui était critical theory, critical studies, donc avec l'influence des post-colonial studies, des théories féministes, etc., qui a aussi été un enjeu important. Merci à vous trois pour ces interventions. On n'a pas le temps malheureusement de conserver notre deuxième partie sur l'état des lieux des enjeux de la relation culture-RI, mais on va prendre 5 minutes pour les questions, et on pourra peut-être parler de ces enjeux contemporains dans le cadre des questions. Donc 5 minutes pour les questions du public. Et porter, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Mais oui. Comment est-ce qu'on évite d'essentialiser, de lisser, de donner une image monolithique de l'identité nationale lorsque l'on essaie de la promouvoir? C'est un sujet qui est en train de se développer parce que en Amérique latine, on met en évidence qu'il n'existe pas une culture
plate, sinon il existe une diversité culturelle. Donc c'est là que se joue vraiment les défis en Amérique latine, de montrer qu'il existe une diversité de cultures et n'est pas une culture horizontale, qu'on peut définir que c'est une seule chose pour tous les pays ou pour toute une région ou pour un seul pays parce qu'il y a plusieurs nations dans un seul pays. Ça fonctionne ou pas? Ah oui, ça fonctionne. J'en profite pour revenir à l'utilisation du mot melting pot aux États-Unis, qui, comme vous le savez, a été très clairement critiqué, puisque évidemment l'idée pour les États-Unis est d'afficher plutôt un multiculturalisme, l'idée de reconnaître, comme le disait Yoselin, la multiplicité des cultures au sein d'une seule nation. Et les États-Unis ont pris ce tournant, ce virage, on le sait, notamment avec les années 60, bien entendu. Mais cette idée est devenue plus essentielle à partir des années 90. Et donc l'idée de transfert, de ne plus utiliser melting pot, mais multiculturalism ou d'autres termes, dans ce sens, je pense que c'est un reflet aussi de ça. Et puis, comme vous l'avez énoncé à la première table ronde, on pense au jazz, on pense... voilà, j'ai parlé de la Harlem Renaissance. Bon, je pense que c'est assez répandu au final. Oui, le fait que la diplomatie, Voilà. c'est pas juste la diplomatie d'État, C'est c'est ça. aussi l'influence de la Silicon Variée. Valley, des grandes universités américaines. Enfin, c'est pas juste l'État qui contrôle, c'est vraiment la culture qui s'exprime par la globalisation à travers différentes méthodes, différents moyens. Effectivement, lorsque vous dites à l'instant, enfin ce que tu dis à l'instant puisqu'on se tutoyait, c'est important parce que quand on parle de soft power, et c'est pour ça, à mon avis, que le terme, contrairement à ce que pense Ludovic, mais on a déjà discuté de ça plusieurs fois ensemble, je pense que ce terme est important, il n'est pas traduisible, en tout cas, il reflète une réalité qui n'est pas simplement décrite par les notions de diplomatie d'influence ou de diplomatie culturelle, etc. C'est bien spécifique, notamment au modèle américain, effectivement, avec l'importance des acteurs privés, notamment. Mais bref, pour ce qui est de l'essentialisation, en fait, c'est une question un peu... piégé, miné, parce qu'effectivement, on peut parler d'essentialisation. Il y a plusieurs sens possibles en fait à ce terme-là. On peut dire il y a une essentialisation quand on décrit, par exemple, une nation en termes d'homogénéité ethnique, en disant voilà, l'américanisation, c'est l'Amérique blanche, par exemple. Bon, ça c'est un premier sens d'essentialisation. Mais on peut aussi parler d'essentialisation quand précisément on met en avant les particularités ou les particularismes culturels, en disant qu'il y a une culture noire, une culture chicanos, une culture ceci ou une culture cela. Donc l'essentialisation, elle fonctionne dans plusieurs dimensions, à plusieurs échelles, dans plusieurs sens, et parfois on est l'essentialisé on est parfois l'essentialisé de quelqu'un en quelque sorte, c'est-à-dire que effectivement sous couvert de combattre une forme de racisme culturel qui ne dit pas son nom, parfois on met en avant une forme de pureté culturelle, voire de pureté raciale qui elle-même est assez problématique. Voilà, donc je ne vais pas développer plus, mais il y aurait évidemment beaucoup de choses à dire là-dessus. Moi, j'ai une question peut-être pour tout le monde, mais peut-être plus spécifiquement pour Laurent. Tu as parlé du rapprochement qui a eu lieu entre l'histoire des relations internationales et l'histoire culturelle. Moi, je crois que j'en suis un des produits, donc c'est heureux que ça ait existé. Mais j'ai pas le sentiment qu'aujourd'hui, on soit exactement dans cette même dynamique. Et j'aurais une sensation peut-être un peu plus pessimiste des relations à l'heure actuelle. J'ai l'impression que, en tout cas, du côté des relations internationales, on a une tentation de revenir sur du dur et que les enjeux culturels, on a l'impression qu'on en a déjà parlé et que voilà, ce serait temps de passer à autre chose et de recentrer, et surtout dans le contexte des conflits contemporains, je crois qui joue beaucoup, de se recentrer sur vraiment des questions essentielles. Et s'il y a une ouverture aujourd'hui, ça serait plutôt vers l'histoire environnementale que vers l'histoire culturelle. Enfin, j'ai le sentiment... Alors ça n'enlève rien à ce que tu as dit, au fait qu'il y ait des espaces de dialogue. La revue Monde, par exemple, on va sortir bientôt un numéro sur l'exil qui traite essentiellement de littérature et de musique dans la revue Monde. Donc ça montre bien qu'il y a toujours ces espaces de dialogue. Mais je trouve qu'il n'est pas si aisé que ça et que rien n'est gagné, en fait. Voilà. Rien n'est jamais gagné, de toute façon, dans l'espace académique comme ailleurs. J'ai quand même
D'abord, il y a ces espaces qui existent, et au-delà de la revue Monde, il y a quand même beaucoup de revues, y compris par exemple l'excellente revue d'histoire culturelle, dont je recommande la lecture et la fréquentation régulière à tout à chacun, que vous pouvez trouver facilement en ligne, gratuitement, et qui, dans beaucoup de ces dossiers, aborde ces questions de croisement de la culture et de la dimension internationale. Donc il y a beaucoup d'espaces en réalité qui existent, et cette progression, à mon avis, continue, enfin cette expansion, ou cette fécondation mutuelle entre histoire culturelle et histoire des relations internationales, elle continue. Ce qui est vrai, c'est que, et on le voit aussi bien d'ailleurs du côté des praticiens de la diplomatie culturelle, c'est qu'il y a une tentation d'instrumentalisation, ça c'est très clair, de la culture à des fins de puissance. Pendant longtemps, la diplomatie culturelle française s'est caractérisée par une forme d'ouverture, de gratuité, la culture pour créer des ponts, faciliter la compréhension entre les œuvres, etc. C'était d'ailleurs tout à fait dans la ligne de l'UNESCO, hein, telle qu'elle a été conçue au départ. Et aujourd'hui, de plus en plus, à mesure que se durcissent les confrontations ou les rivalités entre les nations, entre les blocs, entre les alliances, on observe quand même une forme d'utilitarisme, c'est-à-dire que la culture, elle doit servir, elle doit être un outil et peut-être même une arme dans la panoplie des États, dans les rapports de force qui s'établissent entre les États. Et donc je pense que les relations internationales, la discipline académique relations internationales enregistre cela aussi, effectivement amorce une forme de retour aux fondamentaux du côté de la puissance militaire, notamment. Évidemment, la guerre en Ukraine est là aussi pour nous rappeler l'importance de l'aspect militaire. Mais au-delà, je dirais, de ce retour aux fondamentaux, il y a aussi cette forme d'instrumentalisation de la culture, ce qui à l'échelle française, par exemple, va poser, à mon avis, un vrai problème, une vraie tension entre deux logiques, hein, qui sont celles de finalement, la culture pour une définition un peu humaniste, si vous voulez, de la diplomatie culturelle, telle qu'elle est portée notamment par le ministère de la Culture, qui est, au fond, le principal opérateur, en tout cas pilote des opérateurs à l'international, et puis le ministère des Affaires étrangères, qui est officiellement en charge de cette diplomatie culturelle et qui a cette tendance, lui, à vraiment mettre la culture au service des intérêts de puissance, de la souveraineté, etc., française. Donc il y a cette double logique, à mon avis, qui s'exerce. Merci beaucoup à nos intervenants.